Et je vais commencer par présenter WIP pour tous ceux qui ne connaissent pas. Alors, WIP, qu'est-ce que c'est? Donc, vous avez sûrement déjà entendu le nom Women in Product. Women in Product, à la base, c'est un réseau qui a été lancé par des femmes super dans la Silicon Valley. Et en fait, du coup, quand j'ai créé WIP, je leur ai envoyé un petit mail pour leur demander si je pouvais être affiliée. On ne m'a jamais vraiment répondu, donc du coup, j'ai gardé le nom. Je vis dans la peur de me prendre un petit courrier d'avocat, mais ça n'est toujours pas arrivé. Donc du coup, en attendant, ça reste WIP. Et aujourd'hui, c'est un meet-up qui compte plus de 800 membres, ce que je trouve assez ouf et très, très cool. On est, il me semble, dans la 3e année de Women in Product et ça me fait très, très plaisir. Moi, personnellement, j'en suis la principale bénéficiaire parce que j'ai rencontré des femmes extraordinaires par ce biais. J'ai appris plein de trucs aussi. J'ai notamment eu un de mes jobs grâce à ce réseau, donc je vous encourage à venir et à networker parce que c'est vrai qu'on se crée beaucoup d'opportunités et c'est d'ailleurs un des objectifs, donc de créer une communauté de femmes dans le produit à Paris pour échanger, pour s'entraider et pour créer nos propres opportunités. Et oui, c'est important. Donc, généralement, quand on est hors Covid, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a des talks qui se passent en physique. Je ne sais pas si nos spectateurs, pour parler en écriture inclusive, sont déjà venus par le passé. Et on fait aussi des petits after-work où, en gros, le but, c'est juste de se rencontrer, de prendre des verres et de passer une bonne soirée. Enfin, moi, perso, j'ai toujours passé une super soirée. Donc, je vous encourage à venir lorsqu'on en fera une en septembre. Voilà pour l'intro. Et maintenant, du coup, je vais vous demander à toutes de vous présenter brièvement. Je vais commencer par moi, comme ça c'est fait. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Diane. Donc, quand je ne suis pas sur Women in Product, qu'est-ce que je fais? Je suis encore à ce jour Product Lead chez Contentware que j'ai rejoint en janvier. Voilà, je laisse la parole à Alexia. Bonjour, moi je m'appelle Alexia, je fais du produit depuis une grosse dizaine d'années. J'ai fait en fait au final, un peu à l'insu de mon plein gré, j'ai suivi chaque étape en faisant d'abord du product owner, puis du product manager, puis du head of, etc. Et aujourd'hui, le dernier poste que j'ai eu en entreprise, c'était un product director. Et maintenant, en fait, je fais on va dire, du coaching produit principalement chez beta.gouv, de la formation, plein de petites choses en freelance. Donc, voilà. Yes, Amandine, vas-y. Yes, bonjour, moi c'est Amandine. Alors, parcours école d'informatique. J'ai fait de la gestion de projet après. Moi, je suis tombée dans le produit il y a 3 ans à peu près. Et depuis en tant que freelance, plutôt sur des postes de product manager. Là, aujourd'hui, je suis head of product pour un leader dans l'intérim en France. Et je fais des missions plutôt longues. Bonjour tout le monde, moi c'est Solène. Du coup, j'ai commencé à faire du produit dans des startups, d'abord aux États-Unis, ensuite en France et à Londres, en France et en Angleterre. Ensuite, je suis passée du coup en freelance depuis 1 an à peu près. Et je suis en train de monter mon agence de product discovery qui s'appelle Panache. Et ce qu'elle ne vous dit pas aussi, c'est qu'elle joue très bien du ukulélé, parce que Solène et moi avons ce point commun complètement improbable qui est que nous jouons toutes les deux du ukulélé. Oui, c'est vrai. L'instrument le moins respecté de tous les instruments à cordes, mais néanmoins un instrument. Et qu'on a fait une jam session il y a 2 semaines. Tout à fait, c'était très drôle. Et on en reparlera peut-être à notre prochain verre de WIP en septembre. Avec plaisir. Et du coup, pour finir le tour de table, je suis Églantine. Je ne joue pas du ukulélé, même si j'ai essayé à un moment. Ça fait 10 ans que je travaille dans des startups tech. J'ai été freelance en 2019, pour le dire simplement. Et depuis, donc, je suis chez CTO, une startup qui met la donnée au service de l'amélioration des transports publics, puisque j'ai une affinité particulière avec la donnée à laquelle j'ai consacré une thèse. Eh bien, super, merci à toutes. Alors, je m'adresse aux panélistes, aux spectatrices, pour vous dire que pour que ce meet-up puisse être le plus interactif possible,
ressemble plus à la vraie vie, n'hésitez pas à nous interrompre. Il y a dans la barre un petit question-réponse ou même converser et n'hésitez pas à poser vos questions. Moi, je ferai de mon mieux pour les prendre au fur et à mesure et les poser à nos panélistes. Voilà. Donc, commençons. Je vais arrêter le partage d'écran. Alors, donc pour commencer, maintenant qu'on a fait les présentations et la petite intro, je vois que ça enregistre tout seul, c'est extraordinaire, mais c'est magnifique cet outil Zoom. C'est la première fois que je fais un webinaire, donc je vous demande de bien vouloir m'excuser si j'ai des petites surprises et des petites interrogations qui prennent un peu de temps. Alors, oui, donc le premier sujet qu'on a, en fait, c'est le sujet de la motivation. Vous avez toutes, à un moment ou un autre, décidé d'être en free, de passer en free. Et voilà, je pense que les personnes présentes se posent la question de pourquoi est-ce qu'on se lance en freelance. Et Alexia, je trouve que tu as une histoire particulièrement inspirante sur le sujet. Donc, du coup, je te demande, qu'est-ce qui t'a fait passer en free? En fait, donc moi, ça faisait 15 ans que je travaillais donc en entreprise, donc j'ai eu différents postes avant de faire du produit. Et en fait, je commençais à retrouver souvent un peu le même schéma, on va dire, où j'explosais, enfin, je commençais un peu à m'ennuyer, je commençais un peu à tourner en rond. Donc, j'ai arrêté déjà, j'ai quitté, donc en l'occurrence, à l'époque, j'étais chez Vente Privée. Donc, j'ai quitté Vente Privée fin 2019 en me disant, bon, je vais réfléchir un peu et éventuellement me lancer en freelance. Donc, bon, après, il y a eu le Covid, enfin, le confinement. J'ai commencé à lancer des perches pour me mettre en freelance, on va dire, en mai-juin 2020. Donc, autant dire que ce n'était pas encore la grande émulation. Et en fait, je me suis retrouvée aussi à passer des entretiens pour des raisons X ou Y. Et finalement, j'ai repris un poste de Product Director. Et en fait, donc j'ai commencé ça en novembre. Et assez vite, je me suis rendu compte que en fait, la boîte était très bien. En l'occurrence, c'était Payfit. Les gens étaient très bien, tout était très bien, mais moi, en fait, j'avais un peu de mal à trouver ma place. Et il y a une opportunité qui est passée, qui était quelque chose derrière lequel je courais en 2020. Et je crois qu'avant de dire oui, ça m'intéresse, il s'est passé à peu près 3 secondes entre la lecture du mail et la réponse. Donc, c'était hyper évident qu'en fait, j'avais besoin d'autre chose. Donc, au final, j'ai mis fin à ma période d'essai. Pareil, un peu en me disant non, mais de toute façon, c'est ça. Donc, ça fait 3 mois, c'est encore hyper récent. Ça va bientôt faire 4, donc voilà. Et j'ai aucun regret parce qu'en fait, là, je me rends compte qu'il y a plein de choses. J'ai zéro arrière-pensée et zéro. Je me rends compte que c'était vraiment de ça dont j'avais besoin depuis un moment au final. Mais une chose est sûre, c'est qu'il m'a fallu un certain temps en fait pour passer à l'acte. Il m'a fallu aussi, il y a une question de momentum, tu vois, d'instant T et d'occasion, d'opportunité. Et puis, je pense que en fait, cette dernière expérience chez Payfit m'a fait finalement pas mal de bien parce que du coup, je me suis rendu compte que vraiment, j'y arrivais plus, enfin que ça marchait plus pour moi. Donc, je me suis engagée aussi dans le freelance avec beaucoup moins de questions et plus une espèce, enfin l'engagement n'avait rien à voir. Donc voilà, donc c'était une belle expérience. Pour l'instant, tout va bien et zéro retour arrière. Un mic drop extraordinaire quand même. Et voilà, Alexia a vu sa meilleure vie depuis. Et pour vous, les filles? Je ne sais pas si vous voulez y aller. Ouais. Je me lance. Moi, en fait, il n'y a pas eu ce moment où je me suis dit je vais faire du free. C'est plus arrivé un peu comme ça, entre deux jobs où je m'étais dit je vais repartir sur un CDI. Et puis, pendant que je faisais ça, je me suis dit, comme j'ai envie de prendre le temps de vraiment de trouver une boîte qui me plaise et tout, peut-être qu'en attendant, je peux faire du free, quoi. C'est plus arrivé comme ça. Et en fait, on y prend, on y prend goût. Et donc, voilà, de fil en aiguille, en fait, c'est plus l'opportunité qui était que j'avais à ce moment-là, plus de temps. Et donc, je me suis dit, je vais peut-être faire ça. Il n'y a pas eu cette réflexion, je me suis dit, je quitte mon job pour faire du free, quoi. D'accord. Et pour toi, Amandine? Alors moi, je ne sais pas si c'est assez classique, mais c'est vrai que rapidement, quand j'étais sur un poste, au bout de 9 mois, je tournais un petit peu en rond et en CDI, pas toujours les opportunités de monter comme on veut. Et c'est un de mes anciens managers qui m'avait conseillé de passer freelance là-dessus. Donc c'est pareil, ça n'a pas été simple. Donc, comme disait ça, je pense qu'il y a une question de timing. Il faut passer le pas à un moment donné, mais à aucun moment je regrette.
c'est une super aventure. Ça fait combien de temps maintenant que tu es en free? Ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans et demi, quasiment. T'es notre doyenne du free. En tout cas, dans ce... cool. Et toi, Églantine, qu'est-ce qui t'a amené à faire du free? Alors, moi, je ne sais pas si ça a été vraiment une décision. En fait, je suis restée 7 ans dans la même boîte, donc j'ai mis un peu plus de temps avant de tourner en rond. J'ai décidé de partir, j'avais trouvé un autre poste, ça s'est hyper mal passé. Au bout d'un mois, on s'est dit au revoir. Et là, je me suis retrouvée voilà, sans projet, sans rien. J'ai commencé à chercher un autre taf. Et puis, en fait, j'ai commencé aussi à, on dirait formellement, à réactiver son réseau. En fait, j'ai fait des blagues sur Twitter et des gens m'ont contacté pour me proposer du travail en freelance. Et donc, j'ai accepté le destin qui avait finalement décidé pour moi de ce que j'allais faire. J'ai eu un premier projet, un autre. J'ai pas compris ce qui m'arrivait. Et donc, au bout de 3 mois, j'ai dit, bon, bah, je suis freelance apparemment. Et voilà, et ça a duré quelques temps comme ça. C'est vrai, j'avais oublié cette histoire de blague sur Twitter. C'est très, très drôle. Et donc, notre deuxième sujet, maintenant qu'on a un peu couvert le comment c'est arrivé, selon vous, c'est quoi les avantages à être en free par rapport au CDI? Et Amandine, toi qui es notre doyenne, nous nous tournons vers toi. Quels sont les avantages les plus évidents pour toi? Pour moi, clairement, c'est la flexibilité qu'on va pouvoir avoir sur le choix des missions, la temporalité aussi, même si elles sont plus ou moins courtes. Je suis plutôt adepte des missions un petit peu longues. Je pense que c'est là où on rentre bien aussi dans le poste et c'est vrai que j'aime bien m'imprégner des sujets. Mais avoir un choix et au niveau de l'expérience aussi, le fait d'avoir la possibilité de changer de mission assez souvent, même si c'est des missions un peu longues, je pense que ça apporte beaucoup d'expérience, ça permet de voir pas mal de choses et de rencontrer plein de personnes à travers toutes ces expériences. Je sais que pour certaines, il y a un cumul d'activités aussi. Alexia, je crois que c'est toi. Oui, moi j'ai à peu près 3 ou 4 jobs en même temps. En fait, très honnêtement, il y a le même truc de liberté, qui est de se dire, en fait, je suis maîtresse de mon temps, etc. Ça me permet aussi, en fait, de faire différentes activités dans la journée. Alors, on va pas se mentir, il y a des périodes où ça se passe bien, il y a des périodes où c'est, enfin, avec les 3 mois de background, en gros, des moments où ça tape un peu plus le plafond, mais bon, parce qu'on choisit pas toujours les deadlines. Mais c'est vrai que moi, en fait, j'avais besoin de casser la routine. J'en pouvais plus, en fait, du 5 jours par semaine sur un même sujet. Ça, c'est un truc qui était vraiment devenu difficile pour moi. J'irais même presque à parler un peu de souffrance. Et là, en fait, j'ai l'impression, en fait, de pouvoir faire. Donc, moi, à la fois, je fais donc, on va dire, de l'accompagnement de projet pour beta.gouv.fr. Je fais aussi de la formation avec Maestro dans des facs, etc. Ou avec Lyon. Et puis, en fait, il y a différentes choses, aussi un peu de mentorat, d'accompagner des gens. Il y a des choses que je fais bénévolement aussi. Et puis, il y a aussi le fait de pouvoir respirer un petit peu dans la semaine. Alors ça, c'est pareil, ça dépend des semaines. Mais l'idée aussi, c'était d'avoir un peu plus de temps pour soi. Pour l'instant, c'est pas une réussite. Mais ça viendra, j'imagine. Je sais pas, on verra. Je sais que quand on a... Alors, vous vous doutez qu'on a quand même préparé cette conversation en amont, donc c'est pour ça que je ressors certains sujets qui sont ressortis pendant cette conversation. On a aussi beaucoup parlé de la flexibilité du sujet et des personnes. Est-ce qu'il y en a une d'entre vous qui voudrait réagir? Donc, flexibilité du sujet sur lequel on veut travailler et des personnes avec qui on veut travailler. Après, peut-être qu'Amandine, c'est mieux quoi, parce que moi, au bout de 3 mois, on ne peut pas dire encore que j'ai une multitude de contacts, etc. En fait, comment dire, j'ai quand même un petit peu câblé la base pour être sûre d'avancer. Maintenant, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de pénurie en termes de missions, tout va bien. Au bout de 2 mois, je me retrouve déjà à refuser des trucs. Donc, Bien d'accord avec Alexia, effectivement, il n'y a pas de pénurie, la flexibilité des sujets. Il y a beaucoup de sujets qui sont disponibles aujourd'hui, je pense. On a l'opportunité du choix. Alors, des contrats, ça dépend, mais je pense aussi. Et on peut choisir aussi avec qui travailler. Ça, c'est assez chouette. Yes. Il y a aussi un des avantages qui est, je pense
je ne sais pas si tu en as parlé à Amandine, mais c'est vrai que quand on change de boulot, on dit souvent qu'on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on trouve. Et il y a cet inconnu qui est donc de rentrer dans un CDI, etc., de se retrouver dans un environnement qui n'est pas forcément un environnement pérenne. Et moi, je sais que quand j'étais en conseil, c'était quelque chose que j'aimais bien parce que je me disais, en fait, tout le drama politique interne n'est pas mon drama, c'est leur drama. Et moi, j'avais cette posture de consultante où, bah alors écoute, tu fais ce que tu veux. Moi, tu me paies pour te faire des recommandations. Voici ma recommandation. Ensuite, tu fais ce que tu veux. Et c'est vrai que quand on n'est pas en free, quand on fait partie des effectifs, le drama est notre drama aussi. Solène, je vois que tu Non, mais acquiesces. je suis d'accord. Je trouve qu'on peut s'affranchir de pas mal de choses qui, parfois, quand on est dans une boîte, peuvent peser au quotidien. Je pense à des trucs politiques, un peu de jeu de pouvoir ou à des combats d'influence. Et là, toi, tu t'es affranchi complètement de ça et tu es extérieur au truc. Tu viens pour faire ce que tu sais faire. Et effectivement, tu as cette posture un peu externe qui est assez agréable. Je pense qu'il y a un autre avantage dont on n'a pas parlé qui est pas négligeable, c'est l'aspect financier, où globalement, pour le même revenu à la fin, tu bosses moins. Ou alors, si tu veux bosser autant, là, tu augmentes tes revenus. Donc ça, je trouve que c'est assez chouette, quoi. Ça donne un rythme de vie qui est sympa parce qu'effectivement, il y a la flexibilité et tu ne perds pas en qualité de vie, en fait. Yes, l'oseille, on aime. Il me semble qu'on en parle un petit peu plus tard, notamment sur l'impact dans le quotidien, etc. Je vois qu'Églantine, tu es repassée tu t'es unmutée. Tu veux en Oui, parler? oui, je voulais rebondir là-dessus, mais si c'est la prochaine question, je me retiendrai jusque-là. Alors, attendez, je vois qu'il y a une question magnifique, mais oui, posez des questions, on aime. Alors, spectateur anonyme nous demande comment trouver et convaincre ses premiers clients quand on a peu d'expérience et pas d'autres références. En gros, comment prospecter proprement? Qui veut prendre cette question? Je peux la prendre si tu veux, sauf si Églantine, tu voulais y aller. Je crois Allez, qu'Églantine vas-y. voulait parler d'oseille, en fait. Alors, me concernant, par exemple, j'étais chef de projet avant de passer freelance et du coup avant de passer product manager aussi. Donc ma première expérience en tant que product manager était en freelance. Je l'ai commencé, c'était à la fin de mon CDI. C'est un contact à moi qui m'avait donné le contact. Il travaillait en tant que développeur. Il m'a dit tiens Amandine, il recherche un PM. Est-ce que tu veux pas y aller? Et donc c'est comme ça que j'ai commencé. Mais j'avais quelque chose. Je sais pas si je me serais lancée en freelance sans rien derrière parce que oui, ça fait un peu peur à mon avis. Alors, pour notre spectatrice anonyme, on va couvrir le sujet de comment trouver des missions. Donc, je vous propose qu'on revienne un petit peu plus en détail sur ce sujet ensuite. Mais n'hésitez pas à poser des questions, c'est magnifique, c'est interactif. Je vais juste revenir sur un truc, c'est-à-dire que vous disiez qu'effectivement, ce qui est cool en fait quand tu es au freelance aussi, c'est que tu peux t'économiser le drama ou la politique interne. À vrai dire, enfin moi qui avais fait quand même 4 ans et demi de conseil, c'était la raison pour laquelle j'avais arrêté le conseil, c'est aussi le moment où tu as l'impression en fait que tu as moins d'impact. Et qu'à un moment, tu vois, où tu commences à, on va dire, peut-être un peu à monter en puissance et à dire, ouais, enfin, je vois bien qu'en gros, ça va dans une direction qui, en tout cas, ne me convient pas, où je pourrais aller plus loin, ou plus haut, plus fort. En fait, moi, j'avais l'impression, quand j'étais consultante, d'être managée plus comme une ressource financière que comme une ressource humaine. Ouais. Et c'est ce qui avait fini, en fait, par me peser. Mais au bout de 4 ans et quelques, et c'était des années, en fait, moi, qui m'ont beaucoup formée, donc c'était hyper intéressant. Ça ne m'empêche pas d'y retourner, finalement, parce que moi, au final, je fais quand même là du conseil, mais je pense qu'il est possible qu'à un moment ou un autre, ça me saoule. J'évite pas du tout cette partie-là. Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que par rapport au conseil, enfin là, tu vois, tu as une posture où tu es experte de ce pourquoi tu fais du conseil. Donc, je pense que c'est un tout petit peu différent, peut-être, mais je vois complètement ce que tu veux dire. Et peut-être qu'effectivement, il y a un moment où c'est usant. De toute façon, il y a des avantages dans les deux positions. Mais tu peux aussi te dire que tu as peut-être plus d'impact à aller un peu voir plein de boîtes différentes
et leur ouvrir un peu les yeux, par exemple, sur tout ce qui est product discovery, que si tu le faisais juste pour une boîte. Après, tu peux te dire effectivement que tu ne restes pas assez longtemps pour que ça soit forcément peut-être assez pérenne ou que tu aies eu le temps de... Donc, ouais, voilà. C'était Ouais, juste... je suis d'accord avec toi. C'est des impacts différents et après, Ouais. c'est tout perso. Hein. Je pense aussi qu'un avantage par rapport au conseil, c'est que tu peux choisir tes clients. Et donc, je sais pas, moi, j'ai passé des entretiens dans des boîtes de conseil qui étaient spécialisées banque assurance. Ça m'intéressait pas du tout. Et en fait, quand tu es dans le conseil, tu peux moyennement choisir tes missions, alors que quand tu es freelance, tu choisis les domaines, les sujets, les clients qui te plaisent. Et s'il y a un mec qui te revient pas, bah, tu bosses pas avec lui. Et tu trouveras autre chose, quoi. Alors, c'est une très bonne transition. Et Amandine, je profite que tu aies la parole pour te la poser. En fait, on a parlé des avantages du free et maintenant, vous voyez où je veux en venir, j'aimerais bien qu'on parle des inconvénients. Donc, toi qui as eu cette belle année suite à ta blague sur Twitter en free, qu'est-ce qui t'a fait revenir? Alors, moi, c'est vrai que déjà, j'étais là un peu de passage, donc je ne sais pas si de toute façon, j'aurais continué. Ce qui m'a fait revenir, c'est que moi, enfin, ce que j'aime dans le produit, c'est le fait de vraiment travailler sur un sujet à long terme, d'en faire partie avec une équipe tech, avec des collègues, et voilà, de faire partie d'un tout qui est plus grand que soi. Et le produit que je porte, voilà, c'est un peu à la vie et à la mort. Enfin, j'ai envie que ce soit la famille, quoi. Donc, c'est quelque chose que je ne percevais pas comme totalement compatible avec la vie de freelance, même si je sais que sur des missions longues, en fait, ça peut très bien être comme ça. Et après, là, c'est vraiment très personnel, mais autant tout me disait le contraire, parce que financièrement, ça marchait très bien, autant en fait, j'étais quand même terrifiée. Enfin, genre, tous les matins, j'étais angoissée. Est-ce que le soleil va se lever? Est-ce que je vais retrouver des projets? Et enfin, je pense que c'est pas pour tout le monde, quoi. Si on a un naturel anxieux qui s'exprime dans le quotidien professionnel, c'est peut-être pas la bonne solution. Et le salariat a ce côté rassurant de même si je ne suis pas en train de paniquer, je serai a priori payée le mois prochain, à moins de faire une très grosse bêtise. Je t'imagine toute anxieuse en me disant, est-ce que je vais retrouver du travail? On avait parlé aussi de la pression du delivery. Il me semble que c'était toi, Solène, ou toi, Amandine. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le sujet? Du coup, Solène, parce que sinon, je sais que c'est stressant. Vas-y, lance-toi, Amandine. Non, mais la pression du livret, oui, c'est vrai que on attend, comme je sais plus si c'est Alexia tout à l'heure qui disait, c'est vrai qu'on arrive et on est censé être expert, c'est-à-dire quand tu es pris en mission par quelqu'un, on attend de toi ce que tu sois opérationnel sur le travail très rapidement. Et donc, avoir du delivery rapidement et correct. Et c'est vrai que cette pression-là, tu la retrouves peut-être un peu moins, ça, je pense, en CDI. Tu penses que c'est possible, du coup, de faire du produit en free si tu es junior? Je suis assez partagée là-dessus. D'un côté, j'ai envie de te dire oui, parce que je l'ai fait. D'un autre côté, je ne sais pas si c'est de la chance, mais je me suis retrouvée avec cette opportunité-là qui a fait que j'ai pu enchaîner. Mais aujourd'hui, quand je vais chercher un PM, même s'il est junior et qu'il est freelance, il peut pas mettre 3 mois à monter sur le poste. Alors qu'en CDI, on va trouver ça plus correct que si ça arrive. Moi, j'attends pas la même chose, effectivement, des personnes que je prends aussi en free et que je recrute en CDI pour mon client. C'est des personnes qui sont dans mon équipe, mais le rendu est pas la même. C'est vrai que pour quelqu'un en free, oui, tu t'attends une expertise, tu t'attends à ce que la personne ait du delivery. C'est toi qui constitue l'équipe produit client? Avec le CTO. D'accord, intéressant. Donc, en fait, finalement, tu as plus un rôle de Head of Product qu'un rôle de Product Manager.
Ouais, j'ai commencé en tant que PM chez eux et en novembre dernier, quand on est passé de 2 squads à 5, enfin ça a mis quelques mois, hein, c'est là où j'ai changé de poste, ouais. D'accord. On avait parlé comme un des inconvénients, le fait que les postes à responsabilité sont en interne. Et que donc, du coup, si vous avez pour ambition de devenir head of, etc., ben, à ce moment-là, c'est plutôt un no-go. Mais tu es peut-être un contre-exemple. Alors oui, mais je pense, enfin, on en avait pas mal discuté, je crois que c'est Alexia qui a un avis là-dessus aussi, c'est vrai que les postes à responsabilité sont beaucoup moins ouverts, aux freelance. C'est plus difficile d'en trouver. Moi, j'en ai eu un parce que je pense que j'étais aussi dans l'environnement et ça va monter, mais je sais très bien que c'est un poste qu'ils veulent internaliser à un moment donné et je suis complètement OK avec ça. Je le comprends et pour moi, c'est normal quand tu rentres en tant que free dans une mission, même si c'est une mission sur le long terme, tu sais très bien que tu vas pas y passer ta vie. Donc, tu as une mission, tu sais ce que tu dois faire et puis après, chacun vague à ses occupations. Alexia, tu veux rebondir là-dessus? Ouais, en fait, c'est marrant parce qu'en y pensant, je me disais que ça avait relativement peu de sens, mais je pense, enfin, moi, je m'étais rendu compte que, notamment à un poste de direction, tu as envie d'avoir quelqu'un en fait qui soit complètement impliqué dans la boîte, et notamment en fait quand tu as du management, quelqu'un aussi. Je pense que je suis pas sûre en fait en tant que freelance que tu puisses en fait gérer la carrière de quelqu'un d'autre. Je me pose la question en fait de la notion, tu vois, hiérarchie pure et dure, d'une question de décider des augmentations, etc., etc. Je ne sais pas très bien comment ça marche, j'avoue. Mais intuitivement, moi, je sais que quand j'étais product director, prendre quelqu'un en fait, à un poste de management qui soit en freelance, moi, je sais que dans les boîtes, c'est pas encore clair. Maintenant, la vérité, c'est que quand je t'écoute, Amandine, je veux dire, moi, quand je signe un CDI, je sais que je ne vais pas y rester toute ma vie non plus. Hein. Donc, après, j'ai peut-être un mode de pensée un peu particulier, mais je suis pas sûre que finalement, la logique soit tellement, tellement différente. Donc, je ne sais pas. Mais je pense que les mentalités vont peut-être évoluer, mais pour l'instant, je pense que c'est encore un petit peu dur. Par Et contre, mesdames qui êtes en free, comment est-ce que vous faites pour vous former? Si personne n'y va, je peux y aller. Je viens de terminer une formation il n'y a pas longtemps avec c'est l'équipe de Mazda qui a monté ça, c'est Cousteau, une formation pour se former à l'UX sur 6 semaines. Et du coup, on se forme comme ça, c'est-à-dire on va chercher des formations qui sont disponibles et en fait, c'est quelque chose que tu vas faire du coup, qui va être payé par ta société. Ouais. Donc financièrement, ça passe comme ça, ou alors avec le compte CPF, hein, ça dépend des gens. Et tu te formes après, bah, c'est sur ton temps libre les temps où tu travailles pas, mais personne ne le fera pour toi. Là, par contre, il faut que ce soit une démarche qui soit très personnelle et personne te poussera aussi à aller te former. mais c'est la même Et en je pense entreprise. que c'est hyper important en tant que free. Mais, alors, je pense que tu as raison, mais en fait, moi, je me rappelle vraiment pour le coup, tu vois, quand j'étais manager, j'attendais quand même que les gens qui soient dans mon équipe, ils aillent chercher les formations dont ils avaient besoin, qu'ils trouvent en fait la formation qui leur correspond. Parce que si tu attends que ce soit moi qui le fasse, ce sera pas sur mesure. Donc, en fait, la vérité, je suis pas sûre que ce soit tellement, tellement différent. Mais bon, par contre, effectivement, tu payes pour ça. Ça vient de chez toi. Il y a les droits à la formation, on n'y a pas accès quand on est en free? Enfin, tu y as accès de ta période en CDI, mais tu cotises pas Ok. pour le compte CPF en tant que freelance. On a un dernier sujet sur tout ce qui est inconvénients, peurs, freins liés au free. Et ça rejoint un peu la question de notre spectateur anonyme on avait appelé ça, nous, le mythe de l'âme de commercial, c'est-à-dire démarcher des clients. Églantine, je crois que c'était toi qui en avais terriblement peur. Est-ce que tu peux en parler? Oui, oui, bah, moi j'avais pas mal de gens dans mon entourage qui étaient en freelance et c'était des dieux pour moi. Enfin, je comprenais pas comment ils faisaient pour prospecter, gérer une boîte, avoir une expertise, la développer, tout ça en même temps, en faisant ça hyper bien et en disant c'est trop cool la vie de freelance, tu bosses dans des cafés. Enfin, je comprenais pas comment ils faisaient. Et l'un des aspects qui me faisait le plus peur, c'était effectivement de genre appeler des gens pour leur dire bonjour, est-ce que vous voulez utiliser du temps de moi contre de l'argent? Enfin, j'avais vraiment pas beaucoup d'arguments comme ça. Je redoutais cette scène.
Et en fait, ce qu'on avait un petit peu dit, c'est que, déjà, voilà, je disais, moi, les projets, ils étaient venus à moi, je n'étais pas du tout allée les chercher. J'avais testé des plateformes comme Malte qui m'ont amené une micro-mission, mais sinon, ça n'a jamais marché. Par contre, en fait, je me suis rendu compte que j'avais un réseau. Et ce qu'on se disait la dernière fois, c'est que c'est au moment où tu as besoin de ton réseau que tu te rends compte que tu en as un, quoi. Et moi, je me suis rendu compte que voilà, sur Twitter, j'avais une voix que je ne soupçonnais pas. J'ai des gens qui m'ont contacté sur LinkedIn aussi. Et du coup, ce truc, ce mythe du commercial qui prend son téléphone et qui fait de la prospection à froid, ça s'est jamais produit. Et je pense que c'est très très rare dans la vie des freelances de faire ça. Je pense que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Solène, c'était comment pour toi? Ouais, je pense qu'effectivement, c'est beaucoup par réseau. Et c'est peut-être aussi par le fait de se brander, entre guillemets, ou en tout cas montrer qu'on est peut-être spécialiste d'un sujet pour que les gens pensent à nous quand il y a ce sujet. Donc moi, par exemple, on m'avait contacté pour une mission en free sur la santé des femmes parce que j'avais bossé dans la fertilité. Ça, c'était un exemple. Mais c'est vrai que j'ai pas eu trop ce truc d'aller démarcher des missions. Plutôt venu par le réseau, assez simplement. Et juste pour compléter, il y a la question du démarchage et il y a aussi la question de la légitimité, syndrome de Gros sujet, la l'imposteur, voilà. légitimité. Et en fait, c'est fou, mais autant j'ai galéré sur des entretiens à démontrer des compétences, autant en freelance, je sais pas, le fait que ce soit écrit sur des slides ce que j'allais faire, j'ai jamais eu à me battre pour dire que j'allais être capable de faire ça, quoi. Et c'était vraiment, je sais pas si j'ai eu beaucoup de chance avec mes interlocuteurs, mais j'ai l'impression que tu as une légitimité un petit peu spontanée en tant que freelance qui n'aura, je sais pas, qu'on t'accorde parce que tu vends ton expertise contre de l'argent et que du coup, on se dit que forcément, tu as de l'expertise. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé des prix, mais bien sûr, c'est hyper important d'avoir un TJM élevé pour se légitimer, justement. On en parlera juste après. La prochaine section, là, on passe vraiment sur l'opérationnel. Là où avant, on était plutôt sur le rapport aux freelances individuels, etc. Mais je trouve que le sujet de la légitimité, c'est un vrai sujet. Moi, je sais qu'à chaque fois que je suis passée de PM à senior, de senior à lead, à chaque fois, j'ai failli envoyer un mail pour dire « Vous êtes vraiment sûr ?» Parce qu'en vrai, pas du tout. Hein. Ah là là, pas du tout, pas du tout. Et qu'à chaque fois, heureusement, j'ai une femme extraordinaire qui me mentore et qui me dit bah là, en fait, tu vas prendre ton titre et tu vas bien te calmer et tu vas bosser jusqu'à ce que tu te sentes légitime. Ce qui est finalement ce que je fais à chaque fois. Mais je sais que pour moi, qui ai donc compris que le product en free, c'était possible dans une discussion que j'avais avec Solène, ce qui m'a fait dire bah, si je me pose la question, c'est que peut-être d'autres personnes se posent la question. Et donc, m'a amené à organiser ce meet-up. Maintenant que, sincèrement, je me dis, bah, est-ce que j'aimerais passer en free? Qu'est-ce qui me freinerait? Je sais que le sujet de la légitimité, ce serait un vrai frein pour moi. Je me demande ce qu'il en est pour vous autres panélistes. Je pense que là-dessus, pour le coup, ça revient un peu à la question sur est-ce que tu peux être junior et être freelance. Je pense que tu as une légitimité déjà qui vient avec ton expérience passée. Et je pense que ça, c'est assez puissant justement quand tu fais du conseil, entre guillemets, parce que tu es freelance, mais tu es expert de ce pourquoi tu interviens. Et par rapport à le sujet de la formation qu'on évoquait juste avant, moi, je trouve qu'il y a un vrai truc qui est assez fort qui se passe quand on est freelance. C'est que donc, tu as l'aspect théorique où tu peux aller te former toi, mais en fait, le fait de faire toutes ces missions différentes et ensuite de pouvoir dire à une boîte, bah, moi, j'ai vu un autre truc dans une autre boîte il y a 2 mois et voilà comment ils font, ou alors voilà comment les questions qui se posent. En fait, toi, tu apprends vachement là-dessus parce que tu vois plein de trucs. Et même les boîtes, du coup, c'est un vrai truc, une info qu'elles n'ont pas, elles. Ça, je trouve que c'est assez intéressant et pour soi et pour les boîtes pour qui on travaille.
Alexia, tu t'étais unmutée. Je crois que tu voulais participer. En fait, je suis d'accord avec Solène. Je pense que moi, ça fait 15 ans que je bosse, donc j'avoue que la question de la légitimité, je me l'ai suis posée avant, donc en fait, c'était assez naturel. Par contre, avec la légitimité vient la question de la valeur et vient la question du TJM. Moi, je sais quand même que j'ai retrouvé des vieux réflexes en fait de consultant où déjà à l'époque, je me disais, les mecs me payent tant pour ma journée, donc faut que, faut que je me déboîte pour sortir de la valeur. Et là, c'est la même, sachant que le TJM a monté, donc là, j'ai une petite question. Moi, il faut que je baisse un peu le régime pour arriver à tenir parce qu'en fait, je bosse quand même beaucoup. Donc voilà. Travailler moins pour gagner moins, du coup. Enfin, gagner moins pour travailler moins. Non, juste en fait. Mais après, tu vois, on en revient aussi un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vrai qu'Amandine a raison. On te demande en fait de sortir de la valeur quand même assez vite. C'est vrai que moi, il y a des équipes que j'accompagne chez Beta, je les vois un jour par semaine. Donc, faut comprendre le truc vite pour arriver à délivrer vite, parce que t'as pas une semaine devant toi en fait. Donc il y a un petit truc là-dessus où il faut être un peu prêt à encaisser. Après, après, je trouve que c'est quand même. Alors, c'est pareil, là, je vais parler plutôt d'un point de vue de manager, mais enfin, tu prends quand même des gens dans ton équipe qui sont en freelance ou pas, avec un niveau, on va dire, de maturité ou de seniorité qui a été défini. À toi aussi, quand même, d'avoir défini, de mettre en fait la personne que tu embauches, que ce soit en free ou en CDI, dans une position où elle peut réussir. Donc, normalement, quand même, la mission, elle est adaptée aussi à ton niveau. Si c'est pas le cas, il faut quand même regarder un petit peu le contexte. Enfin, moi, je trouve que moi, je sais qu'en tout cas, en tant que manager, quand j'ai recruté, que ce soit des consultants ou des gens, moi, je me sentais une vraie responsabilité de mettre des gens dans une position où ils peuvent réussir. Il y a aussi ça quand même. Bon, du coup, on en parle depuis le début et je fais que dire non, on en parlera plus tard, on parlera plus tard. Mais alors, parlons-en. Le TJM, parlons-en. OK, donc on a dit qu'on gagnait mieux sa vie quand on était consultant, ou en tout cas en free. Moi, je me pose une question, c'est comment est-ce que vous vous dites, bah voilà, mon TJM, c'est tant. Comment est-ce que vous l'évaluez? Moi, je T'en peux vous parles un peu avec raconter. tes potes genre, tu me paierais combien? Ceux qui sont un peu dans le marché, hein, tu vois, c'est qu'on va dire déjà d'un truc. Généralement, ils sont au-dessus de toi, tu es là, tu vas, oh, putain. Et après en fait, ça dépend un peu des organismes. Enfin, tu vois, par exemple, typiquement chez Beta, le prix il est quand même assez fixé. Donc après, la question, c'est est-ce que ça te convient ou pas. Après, moi, je sais qu'en fait, il y a un équilibre qui se fait entre les différentes missions. Il y a des choses en fait où je peux facturer, ce qui me permet parfois de compenser des choses où je facture moins, soit parce que c'est avec des particuliers, soit parce que et du coup, je trouve aussi un équilibre financier comme ça. Donc, j'adapte aussi une TJM au contexte. Allez-y. Moi, je peux vous raconter comment ça s'est passé. Je me suis dit que je voulais gagner tant par mois. J'ai décidé que je voulais travailler 2 jours par semaine. Et j'ai fait une division et ça m'a donné mon TJM. J'ai arrondi à la centaine du dessus, j'ai rajouté 100. Et j'ai commencé à annoncer ça. Et personne n'a jamais protesté, à part mon ancien employeur. Et toi, Amandine? Alors, j'ai commencé en regardant le marché, en sachant combien étaient payés les PM qu'on embauchait. Donc, les PM juniors, donc j'ai commencé à ce même niveau. Et puis après, comme Alexia, c'est-à-dire j'en ai parlé autour de moi. Et puis, tu vois ce que ça donne. Après, c'est toujours... surtout à un certain niveau de TGM, tu tomberas toujours sur des gens qui diront c'est trop cher, c'est trop cher. Mais ça va aussi avec l'expertise que tu apportes. C'est hyper relatif le TGM en fait. Mais je pense que ça peut dépendre aussi des boîtes dans lesquelles tu te trouves. Je sais qu'il y en a qui ont un TGM qui est différent aussi suivant les missions. C'est-à-dire sur des missions plus courtes, tu vas potentiellement avoir un TGM qui est plus important. Parce que ça t'apporte probablement des intercontrats un peu d'insécurité. Okay. C'est une très bonne remarque. En fait, quand tu es en régie quelque part et que tu es tous les jours avec ton client, tu as un TJM à la journée. De temps en temps, en fait, quand tu es au forfait et que tu vas faire une intervention sur un temps réduit, il faut que ton TJM il prenne aussi en compte le taf que tu fais de préparation, de débrief, etc. Hein. Tu ne bosses pas que avec ton client. Et ça, il faut le lui faire sentir, il faut qu'il le sache. Et c'est plutôt bien entendu dans l'ensemble? Ok. On avait aussi évoqué comment ça pouvait impacter ton quotidien d'être en free.
Amandine, toi, je sais que tu as un projet d'achat d'appartement. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, j'ai une bonne nouvelle. C'est bon, on a signé le compromis pour le prêt. On récupère les clés début juillet, donc dans pas longtemps. Trop bien. Euh, Et ça ferme. mais Et ça, c'est trop cool. ouais, non, c'est super. C'est effectivement l'achat quand on est freelance, ça n'a pas été simple. J'ai l'avantage, on est deux à acheter, et le deuxième dossier, c'est la personne est en CDI, donc c'est plus simple. Je pense que ça a un petit peu aidé. Mais c'est vrai que moi, en tant que freelance, généralement, ce qu'ils demandent, c'est 3 ans d'ancienneté sur la société. Enfin, 3 ans de bilan complet. Mais ils vont fouiller, quoi. On a demandé les 3 derniers bilans, il y avait les liasses fiscales, il fallait les derniers relevés de la société, mes relevés perso. Enfin, on est allé fouiller plus que pour quelqu'un qui a une période d'essai de 3 mois qui est validée, on lui demandera rien de plus, quoi. Mais c'est possible. J'avais une question et évidemment, je l'ai oubliée parce que je suis fatiguée. Je ne sais pas si je l'ai précisé. Ok. En attendant que ça me revienne, je vous propose qu'on parle aussi de comment est-ce que vous trouvez des missions. On en a un petit peu parlé sur le réseau, hein, clairement, qui est votre premier apporteur de business. Est-ce que vous l'affichez sur LinkedIn? Comment est-ce que vous faites? Alors, moi, je vais commencer. Je suis une quiche à LinkedIn, donc non, clairement. Par contre, il y a une chose qu'on m'a appris l'année dernière et qui est hyper juste, c'est en fait de prendre tous les contacts qu'on te propose. C'est en fait d'aller dans toutes les conversations, même si celle où tu te dis je ne vois pas trop le rapport avec moi, en fait, tu n'es jamais à l'abri d'une bonne surprise. Donc, il y a un espèce de truc, enfin, c'est une démarche réseau. En fait, c'est vrai qu'on a plus besoin du réseau. Donc, effectivement, ça pourrait passer par LinkedIn. Moi, j'ai un petit peu de mal avec ça. Mais ça pourrait être plus extensif que ça et juste en fait prendre le concept du contact est intéressant et tu n'es jamais à l'abri d'une mission. Il y a des gens avec qui j'ai discuté l'année dernière où à la base on avait parlé d'une mission qui était plutôt du conseil. Là ils m'en ont reparlé, ça m'intéressait pas plus que ça. Ils me disent mais du coup tu fais quoi d'autre? Bah, de la formation. Bah viens on fait des formations ensemble. Ok. donc tu vois mais c'est faut ouvrir la porte en fait à tout quoi. Toi, Amandine, tu avais commencé sur Malte, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai commencé sur Malte. C'est vrai que Malte m'a aidé à trouver pas mal de missions. De mon côté, tu te mets disponible et c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de jamais avoir d'intercontrat. Donc, j'ai toujours trouvé des missions facilement et qui me plaisaient, qui correspondaient à ce que je voulais. Je sais que ça dépend. Mais sinon, le réseau, clairement. Et tu passes par Malte pour tout ce qui est contrat, etc. Si tu trouves une mission par Malte, tu passes par Malte. Après, tu fais un contrat, si tu veux, sur Malte. Et ça te fait ta facturation aussi derrière. Mais si tu as une mission qui passe pas par Malte, bah, tu fais un contrat directement avec l'entreprise. Souvent, les entreprises ont des contrats types. Ou alors, quand tu en as déjà fait un, tu en as un aussi type et tu signes avec eux. Ou tu peux faire comme moi en ce moment, sans contrat. Et tu peux aller à Wenningen. Tu m'avais dit que tu voulais passer par Malte au début pour pouvoir avoir un profil où les gens peuvent laisser des évaluations, etc. Clairement. Clairement, la première mission que j'ai eue, c'est vrai que c'est moi qui ai forcé à la passer sur Malte. C'est le sentiment que j'avais, mais le sentiment que j'avais, c'est que c'est vrai que quand tu cherches un profil sur Malte, tu vas être rassuré si ce profil a déjà eu des missions passées, sachant que tu as une note qui est sur 5. Donc on est dans le système où aujourd'hui on note tout le monde sur tout et n'importe quoi. Mais c'est vrai que je pense que c'est un gain de confiance de se dire bon, bah, c'est quelqu'un qui a déjà fait tant de missions et je sais qu'en ce moment je suis indisponible et pour autant je reçois une demande à peu près par semaine de missions. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai un historique avec des missions sur mon profil, mais je pense que ça peut être aidé quand même. Ok. Je me souviens de la question que je voulais vous poser, et ça c'est pour vous toutes, en tout cas surtout sur celles qui sont assez longtemps en free. Est-ce que vous êtes en micro-entrepreneur? Est-ce que vous avez créé votre société? Comment est-ce que ça se passe? Moi, micro-entrepreneur. Pareil. Moi, j'ai créé ma société parce qu'on était deux. On a lancé avec un ami au début. Et donc,
on a créé la société. Ça fait une différence pour toi d'être en micro-entrepreneur ou d'être en société? En fait, en micro-entreprise, arrêtez-moi, hein, les filles, si je me trompe, hein, mais je crois qu'il y a un plafond de 70 000 € de chiffre d'affaires. Donc après, tout dépend de l'activité que tu vas avoir, mais c'est vrai que comme moi, je me suis retrouvée dans des missions aussi où je faisais travailler des gens et en fait, ils me facturaient, je refacturais. Ça peut vite faire exploser ton quota. Alors, après, c'était à 72 000 le plafond et je crois qu'en fait, à vrai dire, il faut que tu le dépasses 2 fois. Si tu le dépasses 2 fois, tu es obligé de passer en entreprise. Donc, 2 fois, c'est-à-dire 140 000 ou... Non, 2 années. 2 années de suite. Okay. Je crois. Mais effectivement, en fait, passer un certain chiffre d'affaires, en fait, tu tiens pas quand même très longtemps. Et après, il faudrait... Enfin, tu vois, moi, c'est un peu la question que je me pose pour la fin d'année, c'est est-ce que je passe en SASU ou en EURL dès l'année prochaine ou si j'attends encore un peu. Et après, il y a un calcul à faire. Vraiment un sacré calcul. Ouais. Et je crois qu'il y a des sites qui existent comme ça qui s'appellent monentreprise.fr. Je crois peut-être bien une start-up de bêta, mais qui propose en fait des modèles de comparaison aussi, qui permet aussi de se projeter un petit peu. C'est bon à savoir. J'avais discuté aussi avec une recruteuse qui est spécialisée dans le recrutement des femmes, à vrai dire. Je crois que l'agence s'appelle le Female Agency et en parallèle, on parlait de comment récupérer des contrats. Il y a donc le réseau, il y a donc Malte et vous pouvez aussi contacter des chasseurs de tête qui potentiellement peuvent vous trouver des missions directement. Voilà, on a un dernier sujet et ça, c'est un sujet qui est quand même vachement lié au fait que le meetup s'appelle Women in Product et je ris depuis tout à l'heure parce qu'on a un de nos participants et pas participante dont le nom de famille est Bonne Femme et je trouve ça quand même super drôle par rapport au meetup. Donc, Eduardo, bienvenue. Donc ce sujet-là, c'est le sujet de la maternité. Je sais qu'avec Solène, on en avait discuté et comment est-ce que vous l'avez vécu, c'est-à-dire le désir d'avoir des enfants, de savoir que donc il y a porter cet enfant, donner naissance et le congé maternité. Est-ce que ça a impacté d'une manière ou d'une autre votre envie de passer en free ou juste le fait d'être pas en CDI en fait? Oui, donc du coup, c'est plus sur le désir, parce que moi, je ne suis pas maman. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte moi-même que j'avais cette réflexion un peu en moi qui me disait les années où tu penses potentiellement avoir des enfants, est-ce que c'est pas une connerie de te mettre en freelance ou en tout cas, est-ce que c'est pas mieux d'être en CDI dans un cadre un petit peu plus justement sécurisé et qui t'accompagne sur ça. Et en fait, après, je me suis dit que c'était con de me dire ça. Voilà. Et qu'il fallait faire ce dont on avait envie au moment où on en avait envie et que il y a bonne femme qui nous écrit. Et voilà. C'était ça ma réflexion. Alors, par contre, c'est MN, bonne femme, donc ça se prononce pas comme ça. Très bien. Excuse-nous, Eduardo. Désolée, Eduardo. Ouais, pour rebondir sur ce que tu dis, moi, je sais que c'est une réflexion que je me fais et pour en avoir discuté avec toi, in fine, je pense que quand tu deviens parent, particulièrement quand tu es une femme, tu as un vrai besoin de flexibilité aussi. C'est ça. Il y a beaucoup de choses positives qui viennent avec ça aussi. Donc, l'un dans l'autre, peut-être que ça se compense. Voilà, c'est bon pour nous. Est-ce que vous avez des questions, mesdames et messieurs? Non? Très bien. Même pas Eduardo? Ok. Eh bien, dans ce cas, je vous remercie, panélistes et spectatrices, et je vous souhaite une super bonne soirée. Merci encore. Alors, j'ai ma troisième pendant que j'étais en free. L'avantage, c'était la liberté totale d'organisation, la possibilité de couper plusieurs mois après sa naissance. On ayant fait pas mal d'émissions avant, un vrai bonheur par rapport à devoir retourner dans sa boîte au bout de 2 mois.
Merci Agathe. Alors, bon, moi, j'ai pas d'enfant et Solène non plus, mais c'est vrai que c'est la réflexion qu'on s'était dit. Et quant à Margot, eh bien, je t'en prie, ravie que ça t'ait plu. Et j'espère toutes vous voir un jour en vrai. Merci à tous. Bonsoir. Tu nous dis quand on se prend un verre. Hein. Avec plaisir. Et de toute façon, je vais faire un événement sur le Meetup pour un after-work maintenant qu'on a le droit d'aller boire en vrai dans les bars. C'est une bonne chose, ça. Très bien. Bonne soirée et merci à toutes. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. À bientôt. Diane d'avoir organisé ça. Avec Merci plaisir. Diane. Ciao, ciao.